On n'est pas sorti des rangs. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode d'On n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et Rage. Les émissions se succèdent, les sujets se multiplient et au moment où je vous parle, les retours sont toujours aussi bons et je vous en remercie. Comme vous pouvez le voir, je suis également poète, en plus d'être animateur. Aujourd'hui, nous allons encore innover puisqu'on va traiter plusieurs sujets avec comme toile de fond un documentaire réalisé par mon invité du jour. J'accueille pour cela Tiffaine Lisa Honoré, journaliste et réalisatrice du documentaire Paysan Paysage. Salut Tiffaine. Salut Jordan. Je suis très heureux et très content de t'accueillir dans mon émission. Je préviens les auditeurs, tu n'es pas en studio, donc forcément il y aura peut-être au niveau de la qualité un peu quelques petites coquilles. Avant de commencer, j'ai vu 2 fois ton documentaire pour préparer cette émission et c'est une magnifique réussite. Les images, le plan, les plans, le son, bref, sans parler de l'histoire, franchement c'était très beau et très réussi. Je vais commencer par les 3 premières questions. Qui es-tu, que fais-tu et pourquoi le fais-tu ? Donc, je suis Tiffaine Honoré, comme tu le disais, j'ai 31 ans et je suis journaliste réalisatrice. Je fais ce métier depuis 2013. J'ai été diplômée d'une école de journalisme à Paris et de base, je viens de Normandie où j'ai grandi dans une ferme. Donc, ça m'a fait un bon petit choc social et en arrivant à Paris et en découvrant le milieu des médias et de la presse. Et puis, depuis quelques années, j'ai eu envie de compléter ma formation de journaliste par celle de réalisatrice. Donc, je me suis formée à la caméra pour filmer moi-même et avoir plus de liberté dans mes projets. Et donc, à faire des formats de plus en plus longs pour aller jusqu'à un documentaire l'an dernier. Donc, il est sorti quand ton documentaire ? Alors, il a été diffusé en novembre dernier, donc il y a quelques mois, après 3 années de tournage quasiment et plusieurs mois de montage. Ok. Je te propose du coup, on va faire c'est un peu un format un peu étonnant aujourd'hui, parce qu'en fait, on va prendre vraiment donc, ton documentaire en toile de fond de notre interview. Donc déjà, j'ai envie de te poser une première question par rapport au synopsis tout simplement. De quoi parle ton documentaire ? Et j'aimerais aussi te poser une autre question parce que ton père l'introduit très bien dès le début. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Ouais, alors tu le dis, tu parlais de mon père, donc c'est la base. C'est d'abord un documentaire familial. Enfin, l'idée de cette histoire m'est venue de ma famille. C'est pour ça que je disais que je viens d'une ferme, parce que justement en travaillant dans les métiers du journalisme et en commençant à raconter des histoires, je me suis rendu compte que j'avais très envie de raconter celle de ma famille, donc, qui est ancrée dans ce territoire normand, près d'Alençon, par une ferme, donc enracinée dans ce territoire et qui était en plein changement en fait. Cette ferme était en pleine évolution et je me suis rendu compte en faisant mon métier, en travaillant sur des reportages dans divers endroits et souvent dans le milieu agricole, que la ferme de mon père en fait était assez singulière et que le modèle qu'il avait développé depuis une trentaine d'années était assez original. Et je me suis rendu compte que c'était un vrai patrimoine qu'il avait développé, notamment à travers les arbres en fait qu'il plante depuis plus de 30 ans. Et donc, c'est ça qui m'a donné envie d'en faire un film. Et le titre Paysan Paysage, en fait, ça vient justement de cette interconnexion, on va dire, entre son métier de paysan et l'impact qu'il a sur le paysage dans lequel il vit, il évolue et il travaille, et comment, en fait, chaque agriculteur, chaque travailleur de la terre a en fait un impact sur son environnement proche, et comment on peut essayer de s'en saisir, de le défendre, de le protéger, et voire de l'aider à continuer de vivre de manière naturelle. Ok. Et donc, comme je te l'ai dit, je pense je vais faire passer quelques extraits de ton documentaire et je vais te proposer, j'ai sélectionné à peu près 4 extraits que je vais à peu près diffuser un peu tout le long de l'interview et du coup, je t'en propose d'en écouter un premier et on se retrouve juste après.
Moi, j'ai l'impression que... Je pense que j'étais sans doute traumatisé peut-être justement par ce fameux remembrement où on voyait des bulldozers partout qui arrachaient tout partout et comme si c'était une sorte de bombardement matériel et en fait comme il y avait le bois juste derrière qui n'a pas été touché lui, en fait je voulais ramener les arbres du bois au pied de la maison. Il représente pour moi une sorte de paradis terrestre, enfin un peu, je sais pas trop, ou d'Éden, ça doit être quelque chose dans le genre. Voilà, donc cet extrait, il est très très intéressant. C'est au tout début du documentaire et il évoque donc le remembrement. Moi, c'est un terme que je connais parce que j'ai travaillé dans les éoliennes et dans le développement photovoltaïque et du coup forcément sur des grandes terres agricoles parce que ça nécessite des terres agricoles assez gigantesques pour ce développement-là. Qu'est-ce que c'est le remembrement et pourquoi c'était un traumatisme pour lui? Ouais. Alors en fait, c'est une politique agricole, on va dire, et une politique des territoires qui a été instaurée, il me semble, dans les années 60. Alors j'ai pas la date précise du début, mais en gros à l'après-guerre, pour rationaliser en fait les terres agricoles qui étaient jusqu'alors en France des toutes petites parcelles qui n'étaient pas forcément faciles à travailler. Et donc après la guerre, on s'est dit il faut que la France soit plus productive, qu'elle puisse nourrir sa population et qu'elle puisse même exporter. Il faut être efficace. Donc, il faut qu'on rationalise toutes ces parcelles. Et pour ça, il faut enlever ces haies, en fait, qui dérangent et qui empêchent d'avoir des grandes surfaces où on peut faire passer des machines et du matériel, comme les tracteurs, pour justement augmenter les rendements. Donc, en fait, ça a été toute une politique d'arrachage de haies pour pouvoir redessiner et redéfinir les parcelles agricoles et les rendre plus productives. Et donc pour mon père, ça a été un traumatisme parce qu'enfant, il a assisté en fait à ce changement, à cet arrachage et qui a complètement modifié le paysage de tous les ruraux en fait qui ont été touchés par ce remembrement parce que les paysages ont été totalement modifiés en fait. Tous les petits chemins creux, les haies où les animaux pouvaient se protéger. Enfin, faut imaginer en fait son environnement chamboulé du jour au lendemain, quoi. Donc lui qui était enfant, surtout quand on est enfant, en général, on aime jouer dans les arbres, on aime faire des cabanes, des cachettes, enfin aller dehors dans la campagne. Donc pour lui, oui, ça a été très marquant. Bah, c'est vrai que nous, dans moi qui suis assez jeune, et c'est vrai que j'ai 28 ans, et c'est vrai que j'ai connu, quand je me déplace à la campagne, quand je vais me déplacer dans certains départements, je vais faire face à des paysages ruraux qui sont caractérisés donc par des très très grands espaces, des champs à perte de vue. Ça, c'est pour moi quelque chose de plutôt classique, et c'est vrai que, comme tu le disais très bien, c'est quelque chose d'assez récent au final. Le remembrement a permis d'accentuer ce phénomène de champs avec de la monoculture, etc. Et donc ton père, toi, c'était plutôt donc concerné par des prairies pour l'élevage, etc. Et tu as commencé un peu à me répondre, mais pourquoi c'est impactant pour la biodiversité, pourquoi c'est impactant pour l'environnement, ce phénomène-là? Bah pour deux raisons, tu l'as dit déjà parce que c'était pour faire de la monoculture. Donc en fait, ça veut dire qu'on a transformé le fonctionnement des fermes. Avant, c'était la plupart du temps des fermes en polyculture élevage. Ça veut dire qu'elles étaient presque autonomes avec plusieurs productions de céréales, d'animaux et qui en fait se complétaient les unes les autres. Et là, on s'est dit, bah, si on veut produire à grande échelle, faire de meilleurs rendements, on va faire de la monoculture. On va se concentrer sur une seule ou deux cultures. Donc ça a été le maïs, le blé, le colza. Donc pour ça, il faut des grandes parcelles. Mais qui dit monoculture dit perte de biodiversité parce que on le sait aujourd'hui que quand on n'a qu'une seule essence, qu'une seule espèce dans un lieu, que ce soit végétal ou animal, bah, le lieu s'appauvrit, en fait, la terre s'appauvrit. On est obligé de lui apporter des supports ou du soutien chimique pour produire parce qu'en fait, elle ne trouve plus dans son propre environnement, cette plante, les ressources qui l'aident à pousser et ça appauvrit également la terre. Et la deuxième raison de ce problème du remembrement pour la biodiversité, c'est qu'en arrachant les haies,
on a aussi arraché tout l'habitat en fait d'une biodiversité sauvage qui était là depuis toujours et qui permettait aussi de fertiliser en fait les champs. Donc ça veut dire plus d'habitat pour les oiseaux, les insectes, les serpents, les reptiles. Enfin, Ouais. tous les animaux en fait étaient chassés. C'est que c'est des nids pour la biodiversité, donc forcément, si tu les enlèves, c'est sûr que ça a posé de gros problèmes au niveau environnemental. Et donc ton film, en fait, il se situe donc au moment où, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, ton père, il met fin à son activité d'élevage laitier. Ensuite, donc pour se focaliser un peu plus donc sur son activité liée aux arbres, il parle aussi à un moment donc de sa difficulté à arrêter cette activité-là. Donc là, moi, c'est assez intéressant pour moi parce que c'est la première fois que dans mon émission, j'ai quelqu'un qui est lié à l'élevage. Quelle tâche ça lui demandait l'élevage laitier? Oui, donc justement, il a choisi d'arrêter la production laitière parce que c'était justement une tâche très contraignante et importante parce que les animaux, c'est un sacerdoce. Il faut être là chaque jour de l'année, matin et soir, pour s'en occuper, veiller sur eux, les nourrir, les soigner. Et ça implique aussi 2 traites matin et soir, donc chaque jour. Donc c'est une astreinte vraiment importante. Et donc lui, il a fait ça pendant plus de 25 ans. Chaque jour de l'année, parfois en pouvant être remplacé quand il était en GAEC, comme on dit, en groupement d'agriculteurs avec d'autres. Mais c'est un travail colossal et une astreinte vraiment très importante, sans compter tout l'affect qu'il y a autour des animaux, parce qu'un animal, quand on n'est peu là, c'est des animaux qui peuvent tomber malades, qui peuvent se blesser. Il y a toute cette dimension aussi de l'attachement, de la mort, de l'abattoir. Et je crois qu'avec les années, il a été de plus en plus sensible à ça et a plus eu envie de se tourner vers le végétal pour avoir une autre connexion au vivant aussi. Parce que toi, dans ta famille, avant ton père, il y avait déjà de l'élevage. Voilà, donc mon père a repris la ferme de ses parents, qui étaient tous les deux éleveurs laitiers, sur la même ferme, et donc qui avaient eux aussi une salle de traite avec une 50aine de vaches laitières normandes pour produire du lait. Et mon père a repris avec eux la ferme, donc il a démarré avec eux. Une des premières choses qu'il a faites, c'est de passer chez Biolait, donc qui est un producteur de lait bio. Donc c'est des coopérateurs. Et donc ça, déjà, c'était un premier pas vers la bio, vers une sensibilité à l'environnement et une manière de produire respectueuse de la biodiversité. Mais il a eu envie, au bout de 30 ans, aussi de tourner cette page en fait, de l'élevage laitier pour se consacrer plus au végétal, mais tout en gardant des animaux pour le moment sur la ferme, parce que, comme je le disais tout à l'heure, une ferme, pour qu'elle soit autonome, il y a quand même besoin de fertilisants. Et si on veut ne pas les acheter à l'extérieur, c'est bien d'avoir des animaux et donc du fumier qui fertilisent les sols qui seront ensuite cultivés. Donc en gros, il va garder donc pareil, une sorte de. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'élevage? C'est différent du coup? Ouais, en fait, ils gardent un troupeau qu'on appelle de vaches allaitantes. Ok. Donc, au lieu de les traire matin et soir, c'est des vaches en fait qui vont élever elles-mêmes leurs propres veaux. Et donc, il va vendre les veaux au bout de quelques mois, qui partiront soit pour être élevés ailleurs, soit à la boucherie. Ok. Donc, je te propose de revenir maintenant sur le sujet du remembrement. Donc ton père, dans l'extrait, en fait, il dit qu'il veut en gros réparer un peu les dégâts qu'il y a eu dans le passé, qu'il veut ramener, j'aime bien cette phrase, qu'il veut ramener le bois vers la maison. Donc une tâche qu'il il le précise dans une autre partie du documentaire, une tâche qu'il avait commencé en fait plus jeune déjà à le faire, je crois avec son frère, c'est ça? Je crois qu'il avait commencé. Ouais, je crois que c'était une de ses passions déjà petit. Voilà, déjà. Voilà, planter des arbres, faire des essais, expérimenter, c'était son truc. Du coup, tout à l'heure, tu as déjà commencé un peu à y répondre, mais donc pourquoi replanter donc des haies, les bocages, c'est essentiel. Et si on se focalise un peu plus sur le cas de ton père, le cas de votre ferme familiale, qu'est-ce qu'on va retrouver par exemple comme essence dans des haies, dans des bocages, etc. Ouais. Alors l'idée du bois en fait derrière la ferme, c'est que pour lui, il se disait que c'était un refuge de biodiversité et qu'en plantant des haies qui partaient du bois,
ça ferait comme des cordons de vie, en fait, qui partiraient du bois pour les amener dans ces champs. Donc, c'était ça, cette idée de faire partir des haies depuis le bois, parce qu'en fait, ça permettait de connecter cet espace naturel à ces cultures à travers les haies qu'il a plantées. Et donc, dans les haies qu'il a plantées, c'est surtout des essences locales d'abord. Il est allé s'inspirer de ce qui poussait dans le bois, tout simplement, donc ce qui fonctionnait à cet endroit-là. Donc, il y a du noisetier, du peuplier, du chêne, du hêtre, du charme. Donc, tout ça, il en a beaucoup planté les 20 premières années. Il y a eu aussi beaucoup de pommiers qui ont été replantés dans les vergers environnants, parce qu'il y avait des vergers qui avaient déjà plus de 100 ans. Donc, l'idée, c'était de renouveler aussi les arbres là-bas. Et puis, petit à petit, il a aussi varié les essences, mais peut-être qu'on en parlera plus en parlant de l'agroforesterie. Donc là, il a un verger actuellement. Il a plusieurs vergers de pommes. Et c'est même pas pour les vendre ou pour les cultiver, mais on le voit dans le film, en fait, ça fait partie du bocage et de notre héritage aussi, ces vergers de pommiers qui étaient très exploités avant par les paysans avant. Et donc, on en a gardé plusieurs et ça sert aujourd'hui de prairie pour les vaches. Donc, elles sont très contentes d'avoir l'ombre des pommiers et puis les pommes à croquer quand celles-ci tombent. Et puis, nous, c'est pour une consommation personnelle où on les ramasse, comme on le voit dans le film. C'est un moment familial et où on va nous-mêmes transformer ces pommes en jus de pomme dans une coopérative pas très loin. Et pour faire un peu une idée aux auditeurs, entre les vergers, entre les bois, les haies, les prairies, etc., on est à peu près à combien de surface ? C'est plus d'une centaine d'hectares. Ok, donc voilà, c'est assez intéressant. Ouais, c'est une assez grande ferme, puisque à la base c'était une ferme où il y avait 3 personnes à travailler dessus, mais mes 2 grands-parents plus mon père, et ensuite mon père et un de ses frères et beaux-frères. Donc c'était une ferme assez importante, et ça c'est aussi la raison pour laquelle il a souhaité arrêter la production laitière, c'est qu'à un moment il s'est retrouvé seul sur cette grande ferme. Donc c'est pas non plus disproportionné, ça reste une ferme bio mais assez importante, et donc il y a eu cette envie aussi d'avoir un travail plus en harmonie avec son rythme personnel quand on travaille seul sur un grand espace comme celui-là. Et j'ai entendu aussi qu'il voulait donc recréer des mares au sein donc de la ferme. C'est quoi l'intérêt ? Je présume qu'il y a un intérêt. Je te laisse développer dessus. Ouais, en fait, c'est une globalité. Vouloir soutenir la biodiversité dans sa ferme, c'est pas juste planter un arbre. En fait, c'est tout un système. Tout le vivant fonctionne en s'entraidant. Et donc, les mares, l'idée, c'est de créer des zones refuges pour d'autres types d'animaux comme les batraciens et les amphibiens. Et donc, ces animaux-là qui sont de plus en plus rares et qui ont de moins en moins de lieux d'habitat. Et donc, ces mares, c'est justement pour pouvoir leur créer un habitat et encore diversifier cette biodiversité sur la ferme et compléter tout ça. Et après, quand tu disais ça a un intérêt, donc oui, ça a un intérêt, mais je trouve ce qui fait l'originalité de mon père, c'est qu'il pense pas toujours, lui, en termes d'utile. Il va pas toujours se dire, je fais quelque chose parce que c'est rentable ou parce que ça va me servir à ça. Il y a aussi une part de rêve, d'utopie, d'envie, en fait, de revoir un environnement vivant autour de lui, en fait. Et tout n'est pas guidé par l'utilité. Ouais. Après, c'est vrai que quand je disais intérêt, c'était plus des intérêts, on va dire, écologiques, dans le sens où un peu les services écosystémiques que peut rendre... mais tout à fait. En fait, il y a un intérêt, mais il y a aussi, lui, ce côté fascination du vivant, en fait. Et que pour lui, c'est aussi s'approcher de la beauté, avoir à la fois cet intérêt écologique, mais aussi pouvoir s'émerveiller devant la nature, tout simplement, qui l'a aidé à se remettre sur pied. Je te propose de faire une petite pause musique et on se retrouve dans quelques minutes. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché.
précieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves, donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché. Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Tiffaine, avec qui je parle donc de son documentaire Paysan-Paysage. Donc je vais en revenir un peu à ce qu'on disait. Donc là, on parlait un peu de ce qu'avait réalisé ton père, hein, que ça soit donc replanter donc des haies, relancer une mare et tout ça. Et donc voilà, ce que je disais, c'est que ce qu'on disait un peu ensemble, c'est que il a voulu quand même relancer en gros en quelque sorte donc l'écosystème local. Et il y a une séquence que j'ai beaucoup aimée où il taille un poirier et où on retrouve donc un chêne qui est à côté, qui est séparé par des plantes. Ces plantes-là, dans le plan qu'on voit dans le documentaire, on pourrait les qualifier beaucoup de gens les qualifieraient de mauvaises herbes. Et lui, non, pas du tout. En fait, dans son regard, quand il explique tout ça, il prône vraiment l'entraide entre les espèces. Il y a le poirier, il y a le chêne, il y a les plantes entre les deux. En fait, il voit vraiment directement les choses dans leur ensemble. Et ça, c'est ultra intéressant comme la modernité de la vision de ton père. Et du coup, forcément, bon, tout ça pour te dire, est-ce que tout ça, ça introduit donc la notion d'agroforesterie ? Oui, donc c'est tout à fait ça. C'est l'idée que chaque écosystème s'entraide et que le végétal a besoin de l'animal, vice-versa, et la terre a besoin des insectes et de toutes sortes de végétaux en fait qui la nourrissent. Et donc cette notion d'agroforesterie, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît moderne parce qu'en fait, je pense que c'est une solution d'avenir. Oui. On en a besoin, en fait, à la fois les arbres pour cette biodiversité, contre le réchauffement climatique, pour toutes ces raisons. Mais en fait, c'est des systèmes qui existaient depuis toujours et c'est le fait de revenir à des principes de biologie de base et qui étaient utilisés avant. Par exemple, quand on avait sous les oliveraies, il y avait par exemple des moutons. On associait toujours plusieurs cultures, un peu comme à l'échelle d'une ferme, comme je parlais de polyculture élevage. On avait besoin d'associer différentes productions pour qu'elles se complètent et qu'elles se nourrissent les unes les autres. Donc là, l'idée de l'agroforesterie, c'est ça en fait, c'est d'associer les arbres, des grands arbres, avec des cultures plus éphémères. Et donc cette idée d'agroforesterie, donc, qui est assez connue maintenant, mais qui n'est pas forcément encore très soutenue parce que ça s'inscrit dans du moyen et long terme, le temps qu'un arbre pousse et apporte les bénéfices à la terre. Et donc, le principe, c'est de planter des arbres au cœur des cultures, donc à travers plusieurs lignes d'arbres assez espacées pour que les machines et les tracteurs puissent continuer de passer, et de récolter, de planter, de semer, de travailler le champ. Donc, c'est des lignes d'arbres qui permettent de continuer de cultiver. Et puis, à moyen terme, elles vont rapporter cette biodiversité dans les champs donc, qui pouvaient manquer. Par exemple, des insectes qui vont pouvoir protéger les plantes contre d'autres insectes nuisibles, qui vont aussi faire venir de l'ombre sur la culture, donc réduire un peu les températures localement, puisqu'on sait quand même que notre planète se réchauffe, que chaque été, il y a de nouvelles sécheresses, donc le fait d'avoir des plus grands arbres, ça fait baisser les températures des cultures. Et puis, il faut aussi savoir que l'enracinement des arbres va puiser en fait de l'eau plus loin et donc fait remonter aussi de l'humidité en surface pour les cultures. Donc tout ça, c'est un intérêt à moyen terme. Et puis à long terme, ça peut être de la taille, donc du bois d'œuvre, du bois de chauffage à plus long terme. Et puis bien sûr, ça capte le carbone.
Ouais, donc au final, ça s'adapte vraiment aux enjeux climatiques de demain. Ouais, tout à fait. Donc là aussi, tu évoquais l'exemple avec les moutons. Ça veut dire que si ton papa il avait décidé, s'il décidait de continuer l'élevage laitier, l'agroforesterie, l'élevage laitier, c'est pas du tout incompatible. Ah non, c'est clairement compatible. La seule chose, c'est qu'en général, les arbres qui sont plantés en agroforesterie le sont sur des cultures plutôt que sur des prairies où viendront les animaux ensuite. En tout cas, sur la ferme de mon père, il a associé les arbres avec ses cultures et non pas avec ses prairies. Mhm. Donc, les animaux vont plutôt être dans les prairies où il y a déjà des haies, en fait, et des arbres épars pour faire de l'ombre aux animaux. Mais lui, en fait, a replanté dans les cultures où là, tous les arbres avaient été arrachés, puisque par définition, les cultures, c'est là où on voulait être le plus rentable et où on a tout arraché. Donc, mais c'est pas incompatible et effectivement, ça dépend des animaux. C'est sûr que certaines vaches vont peut-être avoir envie de grignoter les jeunes herbes. Donc après, il y a des associations plus ou moins intelligentes à faire, quoi. Bah, c'est vrai que le petit inconvénient d'une activité comme ça, au-delà du fait des vertus environnementales, climatiques que ça peut avoir, c'est le côté aussi, voilà, comme tu dis, un peu économique, dans le sens où il faut du temps. Il faut du temps pour avoir les avantages, les apports que peut apporter une activité comme ça. Ah bah c'est sûr que si on raisonne court terme, c'est pas rentable et c'est même un investissement parce que déjà c'est un coût, il faut acheter tous les plants d'arbres, il faut acheter les protections pour les arbres parce que les jeunes arbres sont facilement grignotés par les chevreuils, donc il faut les protéger chaque pied. C'est beaucoup de temps. Avec mes frères et sœurs, on a aussi participé à chaque fois aux plantations, donc c'est des jours de travail. Ensuite, chaque année, 2 fois par an minimum, il va les tailler pour les faire pousser d'une certaine manière plutôt vers le haut et pour qu'ils s'étalent pas trop, que les branches ne s'étalent pas sur les côtés. Donc en fait, c'est un investissement au départ, un investissement numéraire. Mais après, même s'il y a quelques aides quand même, hein, il a été aidé par le département, la chambre d'agriculture, il me semble. Mais ça reste en fait, c'est un engagement au départ. Par contre, il sait que à moyen terme, voilà, ça aura un impact positif sur ses terres. Et puis de toute façon, à long terme, ça sera indispensable. Donc, il faut bien commencer. Oui, Il faut bien oui, que voilà, quelqu'un exactement. commence. Et lui en a les moyens aujourd'hui parce que justement, il a été plus de 20 ans à la tête d'une ferme laitière où le lait bio se vendait plutôt bien. Donc, c'est pas comme certains agriculteurs qui se sont endettés en achetant beaucoup de matériel, en contractant des emprunts pour investir, etc. Lui, ça a jamais été sa politique de s'endetter pour répondre à une demande, à une incitation politique à produire toujours plus. Donc lui a préféré bien assurer ses arrières, sa base et produire du lait de manière rentable et ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir un peu plus de liberté et de ne pas être pris à la gorge et donc de pouvoir se projeter à moyen et long terme. Ah, c'est vrai qu'il a dû être à l'opposé de ses voisins, de ses voisins agriculteurs, non, sur beaucoup de domaines. Ah oui, ça c'est sûr. Je peux te dire que depuis 30 ans, c'est un peu l'énergumène du coin. Mais en fait, il rencontre plein de paysans comme lui qui ont la même démarche, mais un peu partout dans le département, dans le reste de la France. Mais c'est sûr que c'est pas la majorité, c'est pas encore une pratique commune. Et ses voisins, non, n'en sont pas encore du tout là. Et c'est sûr même nous, enfin lui, s'est toujours senti un peu à part. Et même nous, en tant qu'enfants d'agriculteurs, même avec les autres enfants d'agriculteurs, on sentait qu'il y avait un décalage. Des petits, Ouais. on était déjà qualifiés les bio, tu vois, à l'école, alors que tous les autres enfants d'agriculteurs étaient en conventionnel. Et c'était qui a le plus gros tracteur, qui a le plus gros. Donc c'est sûr que non, pour ça, il allait un peu à contre-courant. Mais le temps, climat lui donne raison aujourd'hui. Voilà, exactement. Puis c'est vrai que ça a dû être difficile, pas pour ton père, mais c'est vrai que ça paraît pas logique pour beaucoup de gens de pas avoir écouté en gros les sirènes de l'investissement à une époque. C'est-à-dire que tout le monde, entre la PAC, etc., donc on encourageait énormément les agriculteurs à investir, quoi.
Donc, Oui, c'est sûr. et puis lui ne jette pas du tout la pierre à ses voisins ou aux autres. Ah Et oui, puis, beaucoup ont été pris dans un système et encouragés à faire de cette manière. Lui, ce qu'il espère aujourd'hui, c'est que il y ait une prise de conscience et réussir à s'éloigner un peu de cette politique qui a été mortifère. Ouais, puis surtout, non, franchement, tout le long du documentaire, ton père n'a pas du tout un ton en disant regardez ce que je prône, ce que j'ai fait. Au final, c'est une réussite par rapport au contexte actuel. Non, non, pas du tout. En fait, il est vraiment rempli de modestie tout le long. Alors que quand même, faut pas se mentir, comme tu dis, c'est peut-être pas, bien sûr, c'est pas une vision moderne parce que en fait, on revient en arrière, mais en attendant, c'est quand même précurseur ce qu'il a entamé. Donc ça, ça. Oui, il a pas de Donald Trump, ça c'est sûr. Ouais. Et je voulais te poser une dernière question par rapport au contexte local. Donc, toi, la ferme, elle est en Normandie, c'est ça? Alors, elle est à la frontière Normandie-Pays de la Loire. C'est en fait exactement, elle est dans la Sarthe, entre Le Mans et Alençon, qui est dans l'Orne. Donc, c'est entre deux territoires, entre la Normandie et le Maine. Et est-ce qu'il y a déjà des impacts climatiques visibles par ton père ou ta famille là-bas? Des impacts du réchauffement Ouais. climatique? Ah oui, totalement. Là, même pendant le tournage, moi j'ai tourné sur 2 étés. Les 2 étés, il y a eu des sécheresses, il a perdu des cultures. Il y a même, on le voit dans le film, un moment, il était censé récolter du maïs, mais il y a tellement eu peu d'eau que finalement, il a même pas récolté le maïs. Il a mis ses animaux dedans pour le manger parce qu'il pouvait rien en faire, hein. Ouais. Donc, il y a il y a un vrai impact. Lui, il le perçoit, il le raconte dans le film. Les étés sont plus chauds, il pleut moins, les hivers sont plus courts et moins froids, mais on va aussi avoir parfois des périodes de beaucoup d'eau d'un coup et ensuite plus rien pendant des mois. Donc c'est sûr que ça bouleverse la production et ça, c'est pas toujours, enfin, c'est pas facile à anticiper. C'est sûr que c'est pas très bon en plus pour la Il terre. faut s'adapter tout le temps. Ouais, pour la terre, quand il y a des grandes précipitations, c'est pas très bon du tout. Ouais. Donc pour la stabilisation de la terre, donc stabilité de la stabilité de la terre, c'est mieux. Je te propose maintenant donc d'écouter 2 extraits à la suite avec ton papy et ta mamie et on se retrouve juste après. Quand Bertrand et puis Jean-Mi aussi bien avec Raymond sont mis à planter des haies, moi je dis les gars, vous plantez des haies si vous voulez, mais ouais, je vais sûrement pas vous aider. C'est pas vrai ça, Bertrand? Ouais, c'est bien possible. Ouais. Ah, bah. Ah oui, vous n'avez pas replanté d'arbres. Ah bah non. Quand on avait des haies, où il y avait des animaux, c'était pas mal, mais on passait un temps fou à entretenir les haies. Il y a eu des abus, parce que les fonctionnaires qui s'occupaient de ça, la DDA, je ne me rappelle plus, ils avaient un nom. Mais au début, ils étaient payés en fonction des kilomètres de haies qui étaient arrachés. Alors, C'est efficace, hein, ce genre de truc. mais ça n'a pas duré, ça quand même. Hein. Mais c'était pas mon but, moi, de replanter. Moi, j'aimais bien les grands espaces, les grandes parcelles, où qu'on ne soit pas gêné, justement, par les arbres. Hein. Mais bon... On n'avait pas apprécié suffisamment la nécessité des arbres. Hein. Voilà, donc ces 2 passages pour moi, enfin franchement ils sont passionnants parce que ça montre que voilà ton papy montre une petite, mais c'est normal, hein, il montre une petite réticence, une incompréhension à l'idée de replanter des arbres, des haies, parce que voilà comme on l'a expliqué, hein, pendant des années, des décennies, on a encouragé les agriculteurs à faire l'inverse, donc c'est sûr que c'est compliqué pour lui compliqué pour lui de voir ça, mais à la fois il a une confiance, que ce soit ta mamie ou ton papy, ils ont une confiance aveugle en ton papa, donc ça c'est sûr, et du coup en fait tout ça pour te dire que est-ce que tu penses que quand tu vois quand même qu'au final que ce soit ton papy ou ta mamie au final qu'accepte en fait vraiment complètement la démarche de ton papa, est-ce que tu penses que c'est un signe encourageant qu'on peut comment dire, le mot qui est un peu à la mode, déstructurer un peu les habitudes qui ont été mises en place pendant des décennies? Pour ça, je pense qu'il faut y être sensibilisé, y avoir accès. Et donc,
je crois que l'éducation et nos politiques ont une part énorme parce que pour changer de point de vue, il faut être proche de ce milieu-là, il faut se rendre compte des changements, des bouleversements et il faut aimer en fait cette nature pour y être sensibilisé. Et donc mes grands-parents, oui, moi je trouve que c'est une forme d'intelligence que de savoir changer d'avis parce que c'est sûr qu'on leur a enseigné exactement le contraire. Mon grand-père lui faisait même partie des comités syndicaux qui ont participé au remembrement. Donc c'est un vrai changement d'état d'esprit et je ne sais pas si tout le monde a l'ouverture pour le faire, mais en tout cas, moi je mise sur l'intelligence de chacun pour le faire. Et ensuite, je dirais que il faut que ça démarre dès le plus jeune âge. Et en fait, c'est ce qui se passe avec la ferme. C'est en montrant l'exemple et en sensibilisant. Et de ce point de vue, mon père essaie de développer ça parce qu'il a été prof dans des lycées agricoles et il fait venir aussi des classes d'élèves sur la ferme. Et encore dernièrement, là, il y a 2 mois, on a replanté 160 arbres sur la ferme en agroforesterie aussi avec l'école d'à côté. Donc, il y a 3 classes qui sont venues pour aider à replanter. Donc, je pense que ça passe par là et j'espère que ces enfants-là, en ayant replanté des arbres, ils repasseront devant en disant qu'ils ont contribué à un pas vers le mieux. C'est vrai qu'en plus, on voit à la fin du documentaire, il y a plusieurs personnes qui interviennent pour en fait, collectivement, c'est ça, vous replantez des arbres collectivement à la fin du documentaire. Oui, alors c'est vrai qu'en fait, chaque année, il y a des arbres qui sont replantés. Là, l'hiver dernier, c'était des chênes truffiers, puisque mon père aime bien, comme je te le disais, depuis son plus jeune âge, expérimenter des choses. Et donc là, son envie, à ce moment-là, c'était les chênes truffiers. Il allait faire des visites avec ma mère dans le sud de la France pour découvrir les plantations de chênes truffiers et se rendre compte qu'en fait, avec le réchauffement climatique, c'était une essence et une culture, donc la truffe qui est un champignon, qui pouvait aujourd'hui bien fonctionner dans la Sarthe, alors que c'était plutôt cantonné à la Méditerranée avant. Et donc, pour cette plantation-là, c'est des amis, de la famille qui sont venus filer un coup de main, parce qu'en fait, ça crée une émulation, ces chantiers-là. On passe la journée dehors, on a l'impression de participer à un projet qui crée du lien. Ensuite, on mange tous ensemble. Donc, il y a ce côté vraiment festif et collectif. Et là, cette année, c'était d'autres essences avec les élèves. Et cette fois, c'était les classes. Après avoir vu le film, justement, les professeurs des écoles se sont dit, quand même, il y a un agriculteur à côté qui fait ce genre de choses. Autant qu'on emmène nos élèves à mettre les mains dans la terre, quoi. Puis franchement, au niveau de la sensibilisation, je pense qu'il n'y a pas mieux. Oui, ça c'est sûr. On peut commencer dès le plus jeune âge. Puis un truc, à un moment où je crois que c'est ta mamie qui le dit, elle dit, attends, j'arrive pas à retrouver le terme, elle dit, elle sent ton père. Elle le sent qu'il faut l'écouter. Ça, c'est vraiment... Et c'est vrai que c'est assez dingue parce que moi, j'ai vu le documentaire pour préparer l'émission. Et c'est vrai que tu as vraiment envie de le suivre dans sa... Comme tu dis, il expérimente des choses, il tente des coups, mais au final, tu as trop envie de le suivre dans sa démarche, quoi. C'est vrai qu'il fait assez confiant, il est d'un naturel assez posé, égal, équanime et il panique pas. Non, il Alors, panique pas. Je sais pas si c'est son métier qui l'a forgé comme ça ou si c'est dans sa nature, mais on peut dire que c'est quelqu'un qui a plutôt le sang-froid et qui s'identifie plus à des arbres sur le long terme, posés, enracinés, et que non, il va pas paniquer sur ses projets, même s'il a connu des échecs et des difficultés, mais je crois qu'il essaie de voir à une échelle plus large et plus longue. Bon, je te propose de te faire écouter maintenant un dernier extrait et on se retrouve juste après. Je trouve que c'est là justement où je pense que papa était très fort. C'est que... mais là, ça va m'émouvoir. Mais autant, je veux dire... Et je pense que pour lui, ça a été dur de voir qu'aucun d'entre nous n'était intéressé par la reprise de la ferme telle qu'elle, les vaches, la traite, parce que pour nous, c'était aussi très contraignant en tant qu'enfant d'agriculteur. En revanche, avec les arbres, je pense qu'il a tout fait basculer, parce que toi, tu fais un documentaire, parce que moi, je plante des arbres là où j'habite, parce qu'on revient tous à chaque fois pour participer à ça.
Voilà, donc c'est un passage assez émouvant où c'est ta sœur qui évoque un peu l'héritage en fait de la ferme. En fait, ça c'est assez intéressant parce que ça va me permettre de te poser une dernière question pour finir cette interview avec toi sur ton documentaire, dans le sens où sur le sujet de la transmission de l'héritage, parce que là on va être dans une période, on le sait, les médias l'évoquent souvent, hein, c'est qu'il va y avoir de nombreux agriculteurs qui vont partir à la retraite. Il y a bien sûr la réputation et la réalité du fait que les agriculteurs sont soumis à une pression assez monstrueuse. On en a parlé tout à l'heure aussi, que ça soit lié à l'investissement, que ça soit lié au travail, sans parler aussi des problématiques aussi familiales, sociales, hein, que ça peut entraîner le métier d'agriculteur. Et là, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'elle dit si ça avait été de l'élevage, ben, ça aurait été quand même compliqué de reprendre les rênes. Mais le fait qu'il ait introduit l'idée des arbres, l'agroforesterie, ben, en fait, ça change complètement la donne parce qu'en fait, je finis mon monologue, parce que ton père, en fait, ça se voit qu'il va pas transmettre seulement une activité, mais il va transmettre vraiment tout un ensemble, un paysage, un contexte, la nature qui va avec. Enfin, et donc, tout ça pour te dire, est-ce que tu penses que c'est finalement pas ça le meilleur moyen d'encourager les nouvelles générations à reprendre ce type d'activité-là et du coup continuer à transmettre ses passions et ses métiers? Bah oui, parce que justement, il nous transmet d'abord des valeurs et puis un ancrage à la terre par ces arbres qu'on a contribué à planter. C'est vrai que tu le disais, l'élevage et la traite, nous, c'est sûr que de le voir travailler 7 jours sur 7, matin et soir, à faire la traite, ça nous a pas forcément donné envie de nous investir et de reprendre la ferme. On a plutôt été incités à aller voyager, voir le monde et être plus nomade avec moins de contraintes. Donc, ça, c'est vrai que c'était un peu le modèle des fermes plus anciennes où, en fait, la charge de travail est énorme sur les épaules des agriculteurs. Et je crois qu'aujourd'hui, la nouvelle génération a plus envie de ça. Et c'est pour ça qu'on voit émerger beaucoup de fermes plus en collectif, où tu as plusieurs jeunes qui s'installent et qui se répartissent les tâches et qui font un roulement, qui ont envie d'avoir des week-ends, qui ont envie d'avoir des vacances. Et je crois qu'il ne faut pas les blâmer. Moi, je serais la première comme ça parce que c'est rendre aussi un équilibre à sa vie. Enfin, sinon, on sait que ça peut mal finir. Donc, et puis s'ouvrir sur l'extérieur en ayant des profils, des fois qui viennent de la ville, des gens qui ont fait un autre emploi avant. Enfin, décloisonner un petit peu ce métier. Et pas forcément qu'on ne soit pas toujours enfant de paysan. Alors peut-être que moi un jour je prendrai ma part sur la ferme. Pour le moment c'est pas le cas. Mais c'est sûr qu'avec les arbres, comme tu le disais, déjà, ça a redéfini un paysage. Et nous, je crois que les 4 enfants, c'est quelque chose qu'on a envie de défendre et de protéger. Parce que ça nous ferait quelque chose, comme lui a été traumatisé par le remembrement, nous, on le serait sans doute aussi si c'était repris par un agriculteur qui n'aurait pas la même philosophie, quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Tiffaine, hein. Franchement, c'est un documentaire vraiment que j'invite énormément les auditeurs à le voir parce qu'il est particulièrement réussi. Je trouve qu'en fait, on s'intègre. En fait, c'est marrant, on s'intègre facilement dans ta famille et à la fois, il y a vraiment la sensibilisation écologique et environnementale. Donc, c'est particulièrement réussi, hein. Vraiment bien joué. Merci beaucoup. Je vous invite à aller le voir. Est-ce que du coup, on peut le trouver où? Donc, c'est Paysans Paysage et Paysan paysage donc, qui a été diffusé sur France 3 l'an dernier, donc en novembre. Donc, je ne sais pas si le replay est encore disponible, mais sinon, il est disponible sur Vimeo. Donc, en me faisant une petite demande, je peux envoyer un lien pour le voir. Et ensuite, il va poursuivre son chemin dans les festivals où il est projeté, souvent des festivals environnement. Ok, bon en tout cas j'invite donc les auditeurs qui sont intéressés et aussi voilà, je sais que dans mon entourage il y a énormément de personnes qui sont très sensibles au contexte, au thème, au sujet de l'agriculture, donc voilà, je les invite à le regarder. Je te propose de faire une petite pause musique et on se retrouve ensemble pour les questions personnelles. À de suite.
Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Tiffaine pour les questions personnelles. Donc première question, question que j'ai ajoutée donc sur cette fin de saison. Comment tu te sens psychologiquement face aux enjeux climatiques et environnementaux actuels ? Eh bien, triste, triste et révoltée. Je crois que je l'ai toujours été. Enfin, j'ai toujours ressenti. On parle aujourd'hui d'éco-anxiété face à notre environnement qui change, à notre climat qui est bouleversé. Donc, moi, c'est un mot qui me parle parce qu'effectivement, dès que je vois des reportages ou des documentaires ou que je lis des livres ou que j'entends des témoignages de scientifiques sur la biodiversité qui s'effondre, les réfugiés climatiques, la montée des eaux, ça me glace le sang. Et d'autant que je vis dans un environnement superbe en montagne et je me dis mais si tout ça n'est plus ainsi, si tout ça est détruit, ça me fait peur. Puis il y a aussi une petite révolte, je crois, contre nos gouvernants qui prennent pas de décisions courageuses pour nous aider à changer ça. Je pense qu'à la fois au niveau de nos gouvernants, il y a des choses importantes à faire. Et puis nous, tout un chacun, je pense qu'ils pourraient nous encourager à sortir des fois un peu de notre confort. Moi, la première, pour changer nos habitudes et puis se dire que nos loisirs peuvent peut-être un peu évoluer pour penser plus à la planète. C'est que souvent, dans les médias, on peut entendre que les Français, par différentes personnes, que les Français ne sont pas prêts. Moi, je pense pas. Je pense que une grande majorité des Français sont prêts à faire quelques concessions par rapport à l'environnement. Et donc, en parlant de ça, est-ce que tu as des habitudes écolo dans ton quotidien ? Ah bah oui, quand même. Déjà, j'utilise beaucoup mon vélo. Je prends le train au maximum parce que c'est vrai que je me déplace beaucoup pour mon travail de journaliste. Donc, je privilégie vraiment le train. Je mange bio depuis mon enfance. Je consomme moins de viande. J'étais un moment végétarienne, mais en fait, j'avais quand même besoin d'un peu de protéines. Donc, j'ai revu mon alimentation. J'essaie de pas utiliser d'emballage. Je réfléchis avant chaque achat. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? J'achète peu de vêtements. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Ah ben oui, je fais mon jardin aussi. Je récupère l'eau pour l'arrosage. Et puis, je vote écolo. Oh, c'est déjà pas mal. Il y a déjà un début. Est-ce que tu as une œuvre à conseiller ? Ça peut être sur l'environnement ou en général, c'est comme tu veux. Ouais, alors cette question, moi, ça m'a tout de suite fait penser au livre Manière d'être vivant de Baptiste Morisot, donc, qui est un philosophe, sociologue, anthropologue, et qui en fait nous replace complètement l'humain au même niveau que le reste des êtres vivants et nous incite à regarder autrement le sauvage, ce qui nous entoure, et c'est vraiment passionnant. Donc, Manière d'être vivant de Baptiste Morisot. Ok. Est-ce que tu as une personnalité publique qui t'inspire ? Oui, alors elle n'est pas directement liée à l'environnement, mais pour moi, environnement et féminisme sont indissociables. Enfin, je pense que l'égalité doit se faire partout. Et on a besoin aussi des luttes féministes pour avancer sur ces questions d'égalité. Et donc, moi, je pensais à Jacinda Ardern, qui est la première ministre de Nouvelle-Zélande, tout simplement parce qu'elle a du courage, elle ose prendre une place égale aux hommes, à briser les stéréotypes de genre et aussi elle parvient à rassembler, j'ai l'impression, dans son pays, à parler à tout le monde, et je crois que c'est ça dont on a vraiment besoin, c'est de réussir à se parler, en fait, d'arrêter d'être chacun dans ces catégories écolo-bobo ou je ne sais quoi, enfin bref, toutes ces catégories qui nous empêchent en fait d'avancer ensemble. Donc je pense qu'elle donne un exemple et un espoir à toutes les femmes qui sont trop peu nombreuses et qui ne se sentent pas toujours légitimes à prendre le pouvoir alors qu'elles ont elles aussi leur mot à dire. De plus, elle a été assez félicitée, je crois, pour sa gestion de la crise sanitaire. Je crois qu'elle a eu... il y a eu beaucoup de compliments à son égard. Tu t'informes sur quels médias en général ?
France Culture, c'est un peu ma radio préférée. Enfin, j'écoute beaucoup la radio en fait, donc France Culture et France Inter, c'est mon rituel du matin. J'écoute presque les 2 matinales en simultané. Je suis vraiment fan de la radio. J'adorais en faire aussi, mais bon, c'est un peu plus. Disons que la télé, c'est plus facilement fait pour moi, mais je m'informe vraiment par la radio et puis les journaux, Le Monde et puis des magazines. Sinon, j'aime bien lire des magazines où on a plus le temps de développer des thématiques. Et puis la télévision pour plus les formats magazines et documentaires où je trouve que l'image permet d'accéder à un autre lien de sensibilité et justement sur ces questions-là. Toi, ton documentaire était passé sur France 3, c'est ça ? Ouais, France 3. Ok. Bon, en tout cas, si France Culture ou France Inter m'écoutent, hein, je suis sur le marché bientôt, donc voilà, n'hésitez pas. Alors enfin, dernière question, ma question favorite. Bon, là au moment où on parle, hein, comme je le précise souvent, parce que la plupart de mes enregistrements se sont faits donc avant le second tour des présidentielles. Là, on est dans l'entre-deux tours. Donc, on sait que ça sera soit Marine Le Pen, soit Emmanuel Macron. Si tu avais en face de toi donc un de ces 2 protagonistes, est-ce que tu aurais un conseil sur un sujet environnemental ? En fait, c'est même pas un conseil sur un sujet. J'aurais envie de dire, bon, déjà pour moi, j'exclus totalement les extrêmes. Donc, je m'adresserai directement à Emmanuel Macron en lui disant, ouvrez les yeux déjà, parce que je me dis qu'il n'a pas du tout pris conscience de l'urgence face à laquelle on se trouvait, que voilà, on est en 2022, maintenant l'urgence elle est climatique, et surtout du courage pour prendre des décisions difficiles, parce que oui, il faut prendre des décisions difficiles, il faut sortir de ses habitudes, et donc c'est aussi à lui de convaincre les gens de faire des choix, de montrer que l'écologie c'est aussi de la joie, du partage, du commun. Donc arrêter toutes ces phrases un peu cyniques et cette ironie sur les écolos qui préserveraient un ancien monde et arrêter de nous faire croire qu'on est toujours dans un monde d'énergie fossile, qu'on en est dépendant, qu'on ne peut pas s'en passer et faire comme s'il avait toujours existé alors que c'est faux, c'est des choix qu'on a faits il y a plus de 50 ans et on en paye les conséquences aujourd'hui. Donc voilà, je lui dirais de nous montrer que d'autres voies sont possibles et qu'elles sont enthousiasmantes. J'espère qu'il t'écoutera. Merci beaucoup, Tiffaine. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt et bon courage pour les prochains podcasts. Merci beaucoup. Merci Tiffaine pour ce bel entretien où l'on a décortiqué ton magnifique film documentaire Paysans Paysages. Un film que je conseille à mes auditeurs, un film qui montre la fin d'une activité, ici l'élevage laitier, une nouvelle activité, l'agroforesterie, il montre la famille, il montre la transmission, l'héritage. C'est un film qui montre le paysan, un film qui montre le paysage. Comme le dit lui-même Bertrand Honoré, il sculpte le paysage, il abandonne les vertes pâtures, les prairies, il recolonise ces terres pour le bonheur de la biodiversité, du climat et de ses proches. Pour moi, il change même la représentation qu'on se fait de l'espace agricole. Faire de l'élevage, avoir des fruitiers, replanter des haies, avoir des cultures, tout en respectant et profitant de la nature qui s'installe, c'est peut-être les ingrédients de la ferme de demain. On se retrouve très vite sur Radio Alliance Plus RH pour un nouvel épisode. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye!